Bonjour à tous et à toutes. Du coup, Adeline Paradès, je suis juriste chez Notre Affaire à tous depuis 1 an et demi. Et avant ça, j'étais avocate. Et en parallèle, j'essaye un jour, promis, de finir ma thèse sur le droit de chacun à respirer un air qui nuise pas à sa santé, donc qui est très proche de celle de Madame Signori. Et donc voilà. Je laisse peut-être la parole à William Macker pour qu'il se présente. Bonjour à tous, je m'appelle William Acker, je suis délégué général d'une association qui s'appelle l'Association nationale des gens du voyage citoyen, qui est une association de défense des droits humains et qui a vocation à intervenir sur les questions climatiques, environnementales, précisément pour défendre les voyageurs qui vivent dans des conditions compliquées. Avant cela, j'ai été l'auteur d'un travail, d'une étude en fait sur les questions, les conditions environnematiques, pardon, les inégalités environnementales subies par les gens du voyage, notamment ceux qui vivent au sein des aires d'accueil. Et j'ai poursuivi le travail notamment avec l'Observatoire des expulsions des lieux de vie informels sur d'autres terrains, notamment les installations dites illicites des gens du voyage. Et je suis moi-même issu des communautés de voyageurs. Donc voilà, très investi dans mon combat. Et puis l'association, elle est co-requérante dans le cadre de l'action qu'on mène avec l'affaire du siècle. Co-requérante avec les 14 autres donc co-requérants qui sont des sinistrés pour la plupart directs. Moi, je représente une association qui représente des sinistrés. Voilà. Mais j'aurais donc beaucoup de narratifs, en tout cas de récits à apporter ce soir, je pense, sur le sujet. Merci beaucoup. Je te laisse, Adeline, mettre ton PowerPoint. Je me suis normalement déconnectée. Est-ce que vous voyez tous bien le PowerPoint? C'est parfait. C'est parfait, ouais. Donc du coup, je vais vous présenter donc le contentieux des sinistrés du changement climatique, qui est un contentieux qu'on a lancé la première phase, comme je vous montrerai à la suite. Et donc, on va bientôt lancer la seconde. Hop, hop là. Ça c'est la présentation a bougé, mais c'est pas très grave. Du coup, voilà. Et avant tout, je tiens à dire que ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout mon travail spécifiquement. C'est un travail collectif qui a demandé beaucoup de travail. Et notamment, je remercie Clément Capdebos qui nous écoute et qui c'est ses écritures. C'est lui qui a eu la très très lourde charge d'écrire notamment la demande préalable et actuellement la requête. Et pour vous donner une idée de la lourdeur de la charge, la demande préalable, elle fait plus de 160 pages. Et c'est pas parce que on s'étend, c'est vraiment parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc du coup, voilà. Je vais d'abord vous présenter un petit peu ce contentieux, voilà. Ensuite, je vais vous expliquer les buts du contentieux, ce qu'on espère obtenir. Pourquoi est-ce que en fait ces buts sont pluriels et les fondements juridiques qui en fait répondent du coup à cette pluralité, à une certaine forme de dualité, et où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va ensuite. En fait, ce contentieux, il part de plusieurs constats. Le premier, c'est que, hop, je vais essayer de, hop. C'est que le changement climatique, il produit déjà des effets qui sont assez dévastateurs en France et, euh, et dans le monde, mais aussi en France. Et or, ces effets sont bien souvent pas pris en compte par les politiques publiques, qu'il n'y a pas de véritable prise politique publique forte d'adaptation en France au changement climatique, mais aussi que l'opinion publique, elles ne sont pas vraiment conscientes en France des effets actuels et à venir du changement climatique. On a un peu l'impression que, de façon collective, que c'est quelque chose qui va se passer loin de nous, que c'est quelque chose qui, par exemple, va plutôt impacter les États du Sud global ou les États insulaires, etc. Ou alors qui va nous impacter, mais en 2050, en 2100. Et donc finalement que c'est quelque chose pour les générations futures, alors même que les impacts sont déjà concrets sur notre territoire et nous impactent déjà nous. On est donc parti de cette idée-là pour se dire qu'il y avait aussi un intérêt fort de montrer ces impacts, de montrer que ça nous touche nous, à la fois pour permettre une meilleure adaptation, mais aussi peut-être pour permettre
une prise de conscience de l'intérêt d'agir contre le réchauffement climatique, puisque la meilleure politique d'adaptation, ça reste l'atténuation du changement climatique. Et pour montrer l'impact, si c'est simplement des ONG nationales, donc parce que tout ce travail en amont a été fait au sein des groupes de travail et notamment du GT juridique de l'affaire du siècle, si ça avait été donc les associations de l'affaire du siècle, c'est-à-dire Notre Affaire à tous, mais aussi Oxfam et Greenpeace, qui faisaient un nouveau contentieux, finalement, c'est quelque chose qui peut paraître assez déconnecté de la réalité de la vie des gens. Et donc, il y a eu cette volonté d'incarner véritablement les problématiques, les impacts actuels du réchauffement climatique pour les visibiliser. Et c'est pour ça que ce qui nous tient à cœur dans le cadre de ce recours, c'est vraiment de mettre en avant à la fois les sinistrés et les associations de sinistrés qui, du coup, sont co-requérantes. Puisque du coup, ça va être une des particularités, même si c'est une petite particularité, c'est pas non plus la plus grosse, hein, de ce recours, ça va être du coup d'avoir une véritable diversité de requérants. On a à la fois des personnes physiques qui ont été directement impactées, donc par exemple des personnes qui ont vu leur maison complètement lézardée en raison d'un phénomène de retrait-gonflement d'argile, des personnes qui subissent les vagues de chaleur dans des logements qui ne sont pas adaptés et donc ont des problématiques de bouilloire thermique. On va avoir aussi par exemple une personne qui a une maladie très particulière qui fait qu'elle a une vulnérabilité nettement accrue lors de vagues de chaleur, puisque à la fois ça peut augmenter les effets, enfin ces symptômes, et aussi diminuer les effets des médicaments que cette personne prend. Et puis, bien sûr, du coup, il y a aussi les trois associations de l'affaire du siècle qui sont co-requérantes. Euh, donc, on est parti sur cette idée de travailler sur l'adaptation et on a conçu un recours qui est très hybride. Il est hybride d'abord juridiquement, puisque on va aller, puisque quand on a commencé à travailler sur l'adaptation, c'était en amont de l'adoption du plan national d'adaptation au changement climatique, et donc forcément, c'est posé la question de soit de faire un recours décorrélé de ce plan, soit de saisir aussi cette occasion-là pour faire un recours pour excès de pouvoir contre ce plan. Ça nous a paru être très intéressant d'aller faire un recours pour excès de pouvoir contre ce plan, aussi parce que ça nous permet d'avoir un instrument qui va venir normalement regrouper toutes les politiques publiques qui sont déjà présentes, en tout cas une bonne partie, en matière d'adaptation au changement climatique. Mais ce plan étant particulièrement lacunaire, on s'est pas contenté de concevoir un recours gracieux contre le PNAC. On fait aussi une demande préalable qui vise notamment à obtenir toute mesure utile pour une meilleure adaptation au changement climatique, mais qui vise aussi à obtenir des mesures sectorielles spécifiques dont je vous parlerai un petit peu, même si il y a énormément de demandes et du coup, je vous renvoie sur, notamment pour avoir plus d'informations, à la consultation de la requête qui est, enfin, la demande préalable / recours gracieux qui est sur le site de l'affaire du siècle. Il y a aussi une structuration qui est hybride sur le fond, comme vous l'avez compris, puisque on a une, euh, une structuration à la fois avec un recours qui porte sur l'obligation générale d'adaptation au changement climatique, et donc le fait que l'État n'assure pas ses obligations en la matière, mais aussi sur des politiques très sectorielles, comme je vais vous donner des exemples là-dessus, qui sont des obligations qui existent déjà, qui ont déjà été parfois reconnues devant des juridictions. Et donc là, toute la problématique va être de démontrer qu'il y a une carence fautive, mais une carence aussi qui va être systémique sur tout le territoire et qui n'est pas quelque chose qui est juste, par exemple, sur telle commune, pour pouvoir permettre justement que ce soit un recours national. Les buts de ce contentieux, du coup, sont aussi à la fois, du coup, le fait de démontrer que le PNAC est pas suffisamment ambitieux et donc d'obtenir un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique
qui soit plus ambitieux et qui protège mieux et de façon plus efficace les populations en France, mais aussi d'obtenir des mesures spécifiques et des mesures utiles pour permettre l'adaptation au changement climatique du territoire. Et donc, comme je vous disais, on a deux moyens, le recours gracieux et la demande préalable, qui sont du coup dans le, dans la lettre qu'on a envoyée en préalable. Donc voilà. Et il y a aussi, donc je vous disais, des obligations sectorielles de l'État qui permettent, pour permettre l'adaptation au changement climatique. Je vous ai donné quelques exemples. On demande par exemple que soient pris des plans de prévention des risques naturels sur tous les territoires qui sont exposés à des risques naturels. Et comme je vous le montrerai après, aujourd'hui, on a une véritable carence systémique en la matière. On demande que soit révisée la liste des communes exposées à l'érosion côtière, puisque cette liste est très lacunaire. Aujourd'hui, l'État se contente d'inscrire sur cette liste uniquement les communes qui le veulent bien. Or, certaines communes refusent, notamment pour des raisons d'attractivité et des raisons politiques. Et aussi, on lui demande, par exemple, de prendre des mesures réglementaires de protection des travailleurs face aux vagues de chaleur. Là-dessus, d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a un nouveau décret qui vient de sortir. Et donc, il va falloir qu'on expertise aussi au sein du GT juridique quelles sont les conséquences de ce nouveau décret sur nos demandes en la matière. Comme il y a beaucoup de demandes et qu'elles sont très diversifiées, je pense que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de fondements juridiques. Le premier fondement juridique auquel on peut penser, c'est bien sûr l'article 1er de la Charte de l'environnement, le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, puisque un environnement avec des vagues de chaleur et des îlots de chaleur, par exemple en ville, n'est pas un environnement qui respecte la santé humaine. Et pareil pour des personnes qui vont être exposées, par exemple, à un risque de submersion marine. Mais il y a aussi tout un fondement sur l'article 3 de la Charte de l'environnement et donc le principe de prévention, puisque on estime que ce principe oblige l'État à prévenir les risques euh, du changement climatique sur notamment la santé humaine et la protection aussi de la vie privée familiale, par exemple. Cette protection de la vie privée familiale, elle nous ramène sur ce que disait Christelle Cournil par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme et donc à l'article 8 de la CEDH, qui bien sûr vient protéger le droit à une vie privée et familiale. Dans sa décision Climat Seniorinnen, du 9 avril 2024, bien sûr, la Cour est venue dire qu'il y a une obligation pour les États membres partie à la Convention de prendre les mesures des politiques, les mesures nécessaires pour permettre un respect de la limite de 1,5 degré de réchauffement climatique. Mais il y a aussi, à l'intérieur de cet arrêt, une véritable reconnaissance de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation au changement climatique et qui sont déduites de l'article 8, puisque la Cour nous dit qu'elle en déduit un droit pour les individus de bénéficier de la protection effective des autorités de l'État contre les effets négatifs graves sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie, qui résultent des conséquences et des risques néfastes liés au changement climatique. Donc, on fonde aussi nos demandes en matière d'obligation d'adaptation au changement climatique sur cet article 8. On ne les fonde pas uniquement sur cet article 8, on les fonde aussi sur l'article 2 de la CEDH qui protège le droit à la vie. C'est quelque chose qui va être, on en est assez conscient, plus difficile à démontrer. Maintenant, on a quand même déjà des jurisprudences de la Cour qui sont venues établir l'infraction ou en tout cas la possibilité d'invoquer l'article 2 face à des risques, notamment des risques naturels, de catastrophes naturelles. Et les États ont bien l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes qui relèvent de leur juridiction, y compris face à des risques, donc, comme je vous disais, de catastrophes naturelles. Elle l'a dit pour notamment des coulées de boue et des inondations. Et c'est quand même des jurisprudences qui datent un petit peu maintenant, donc qui sont assez établies, notamment la jurisprudence Boudeliba de 2008 et une jurisprudence de 2012, Colliand & Co. On fonde aussi nos demandes et ça, c'est une grande nouveauté aussi de ce recours par rapport à, il y avait eu une première tentative de recours sur l'adaptation
qui avait échoué devant le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État considérait qu'il n'y avait pas de véritable obligation de prendre de nouveaux plans nationaux d'adaptation. Et là, aujourd'hui, on est dans un état du droit qui a complètement changé en raison du droit de l'Union européenne et de la directive, pardon, du règlement 2021-1119, qui est dite loi européenne sur le climat. En l'article 5 de ce règlement, il prévoit que les États membres doivent adopter et mettre en œuvre des stratégies des plans nationaux d'adaptation et que ces plans doivent permettre justement cette adaptation. Les articles 6 et 7 prévoient aussi l'évaluation des mesures qui ont été adoptées par notamment la Commission européenne. L'idée que ces plans doivent non seulement doivent être fondés sur l'état des connaissances et prendre des mesures effectives, c'est quelque chose qui est assez important pour nous parce que la problématique du plan national d'adaptation au changement climatique français, c'est qu'à la fois, bon, déjà, il n'y a pas grand-chose dedans. Le peu qu'il y a dedans, c'est des mesures qui, pour la plupart, ne sont pas financées. Et la plupart des mesures, vraiment presque la totalité, sont des mesures qui visent à produire de la connaissance sur le risque, et donc des mesures d'étude du risque, par exemple, mais pas des mesures qui véritablement viennent diminuer l'exposition au risque des populations. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui vient totalement en contradiction avec l'article 5 de ce règlement, par exemple. Et on a aussi des fondements nationaux qui vont être multiples. Donc, le fondement, bien sûr, de la loi Grenelle 1 sur l'obligation de prendre un plan national d'adaptation au changement climatique. C'est d'ailleurs l'origine du premier PNAC, puisque là, aujourd'hui, c'est le troisième PNAC qu'on attaque. Et il y a aussi l'article L 222-1B du Code de l'environnement qui prévoit que la stratégie nationale bas carbone complète le PNAC et donc qui prévoit bien l'existence d'un PNAC. Donc, comme je vous disais, on a des fondements qui sont sur l'obligation générale d'adaptation, mais on a aussi des fondements qui correspondent, qui sont en miroir avec nos demandes sectorielles et qui donc sont sur des obligations sectorielles. Je vous ai pris ici qu'un seul exemple, l'exemple des plans de prévention des risques naturels. Les plans de prévention des risques naturels, c'est quand même quelque chose qui est important puisque ça permet déjà que les personnes puissent, notamment quand elles déménagent, être conscientes du risque qui est inhérent à leur nouveau lieu d'habitation et donc prendre ou pas le risque d'y aller en toute connaissance de cause. Mais ça permet aussi, par exemple, d'édicter des zones où il ne pourra pas être donné octroyé de permis de construire. Ou alors, on octroiera un permis de construire, par exemple, pour une zone inondable, que sous certaines conditions, par exemple, pour des zones qui peuvent être soumises à des risques de submersion marine, à la condition d'avoir un étage qui peut permettre aux gens, du coup, de se réfugier en cas de vague de submersion, puisque en cas de vague submersive, les gens ne pourront pas sortir de chez eux en raison de la pression de l'eau. Et donc, du coup, les maisons deviennent des pièges. Cette obligation de prendre des PPRN, elle est dans le Code de l'environnement, à l'article L562-1 très exactement, et elle concerne notamment les risques naturels d'inondation, de mouvements de terrain, d'avalanche, d'incendie de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et les cyclones. Donc on voit que ça concerne vraiment une grande pluralité de risques. Et cette obligation, elle existe à partir du moment où il y a un risque. Et donc dès qu'on sait qu'il y a un risque, le préfet a l'obligation de prendre un plan de prévention des risques naturels qui correspondent à ce risque. Et ça, on a plusieurs jurisprudences qui le démontrent. Et autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, quand il y a une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans une commune, doivent signaler si dans cette commune, dans les 5 dernières années, il y a eu déjà des événements, des risques naturels qui se sont produits et qui étaient hors champ du PRN de cette commune, si jamais il y en a un. Donc, en gros, des risques naturels qui se sont produits dans cette commune sans qu'ils aient été prévus par un plan de prévention des risques naturels. Et on se rend compte que c'est le cas de la grande majorité des reconnaissances CatNat en 2024, puisque ça concerne 63% des communes reconnues en CatNat.
Et on n'a pas la possibilité de faire ce travail d'analyse sur toutes les communes qui n'ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle, notamment en raison de une survenance du risque qui est trop régulière. Donc on peut penser que ça concerne nettement plus de communes que ces communes-là qu'on arrive à trouver. Vraiment, la présentation a complètement bugué, mais c'est pas grave. Du coup, on en est où? Et puis après, du coup, je rendrai la parole. On a déposé au début du mois de janvier, février, mars. Au début du mois d'avril, on a déposé notre demande préalable slash recours gracieux devant les ministères concernés et le Premier ministre. Ça a été reçu donc le 9 avril, donc le 11, puisque le 10, donc pardon, le 9 juin, on aura la décision implicite de rejet. Et du coup, sauf si l'État, d'ici là, nous donne raison sur toutes nos demandes, on enverra donc une requête au Conseil d'État à la fin du mois de juin. Voilà. Et je vous remercie et puis je suis disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Adeline. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Euh, alors, je vérifie. Pour le moment, on n'a pas de questions. Donc, je vais peut-être, Christelle, si tu es Oui, là. on laisse la parole à William. On vous laisse vous présenter Oui. l'intérêt de la demande et de l'association dans ce recours. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a possibilité de projeter un PowerPoint au pied levé comme ça. Oui, si, Ok. partagez. Il faudrait juste me passer l'autorisation. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, l'autorisation, vous l'avez. Ah d'accord, ok. Il faut En me juste bas, il y a l'option partager. partager, tout à fait. Et voilà. Donc je pense que je vais pouvoir faire comme ça. Hop. Et lancer le diaporama. Je ne sais pas comment on fait. Hop. Diaporama. Est-ce que vous voyez? Oui. Parfait. On voit très bien. Bien. Bon, en fait, bon, je me permets de ce petit PowerPoint pour introduire un tout petit peu un sujet qui est pas connu par le grand public, généralement. Et d'ailleurs, j'ai été moi-même très heureux que, on soit venu nous proposer à nous, voyageurs, de s'associer à ce recours, parce que c'était pas évident, en fait, depuis des années, on essaye de montrer que nous, les voyageurs, on a aussi un intérêt à agir sur les questions écologiques et qu'on n'est pas seulement des parasites qui polluent les territoires, mais au contraire, du fait de nos lieux de vie, du fait de nos difficultés quotidiennes à se loger et aussi du fait de notre connaissance en matière d'expulsion, connaissance très fine, eh bien, on est aussi des vigies environnementales et c'est pour ça qu'on a accepté de se joindre à ce recours qui est composé par 14 autres co-requérants et qui viennent vraiment de divers horizons, mais en fait qui rencontrent quasiment tous les mêmes difficultés que les voyageurs. Et pour mieux que vous compreniez un petit peu le sujet sur les questions environnementales et les problèmes liés à l'adaptation au changement climatique notamment, je vais vous parler rapidement des principaux lieux de vie qui posent problème, en tout cas pour le monde du voyage. Alors, au-delà des lieux de vie informels qui sont, je dirais, les arrières d'usines, les parkings, etc., qui sont des lieux de vie où beaucoup de voyageurs subissent ces lieux de vie parce que soit on manque d'espace, de place de stationnement, soit on atterrit ici suite à des expulsions. Il y a des lieux de vie officiels, en tout cas qui sont prévus par l'État, qui sont les aires d'accueil, et qui ont une particularité, c'est à la fois d'être de simples parkings, mais aussi situés, localisés dans des endroits tout à fait sympathiques. En tout cas, pas du tout adaptés au changement climatique, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette image, on a l'aire d'accueil d'Aulnay-sous-Bois, qui est vraiment à proximité directe de différents sites Céveso, donc des installations dangereuses. On pourrait se dire que ça passe encore, mais même si ça ne devrait pas passer, mais qui est surtout à proximité d'énormément d'autoroutes, de voies de grande circulation en région parisienne, de la poussière aussi qui est générée par les installations de BTP et de stockage de déchets. Et en fait, cet environnement-là est extrêmement, comment dire,
difficile à vivre déjà au quotidien, mais encore plus avec les questions de dérèglement climatique. Les questions liées à la chaleur, les questions liées à la poussière, les questions liées au froid, toutes ces questions-là, et les questions de qualité de l'air notamment, viennent directement impacter la vie des personnes qui y vivent et fait en sorte qu'aujourd'hui en France, enfin contribue, hein, ça c'est une étude de 2024, de février 2024 qui le démontre, qu'aujourd'hui en France, les gens du voyage ont une espérance de vie de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Voilà. Donc à peu près la même espérance de vie, un peu plus longue, je dirais, que les personnes qui sont sans abri. Voilà. Donc c'est vraiment, ça traduit vraiment les difficultés du quotidien. Alors pour que vous compreniez bien, une aire d'accueil, bon là on est dans le Cher, hein, dans un espace rural je vous montre un petit peu ce type, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans les aires d'accueil, des lieux de vie qui sont quand même assez sommaires, généralement qui ressemblent à des parkings. Et dont certains sont beaucoup mieux que d'autres, hein, évidemment, mais qui font déjà l'objet d'un manque très cruel de financement pour l'entretien, pour la mise à niveau, les réparations aussi, parfois des dégradations, parce qu'une aire d'accueil peut être dégradée par des usagers ou des gens extérieurs à l'air, très souvent. Voilà, donc toutes ces questions-là font que, là, en fait, très concrètement, nos familles vivent principalement dans des parkings, ce qui va un peu à l'encontre de l'image d'Épinal des gens du voyage qu'on a tendance à vendre dans la littérature, vous savez, les fils du vent. J'ai plutôt tendance à dire qu'on est le peuple des parkings aujourd'hui, puisqu'on passe notre vie dans les parkings, on est dans les parkings et malheureusement on meurt dans les parkings aussi. Donc voilà un petit peu les difficultés. Je vous parlerai rapidement de quelques cas, hein. Ici, on est à Chauvigny, à côté de Poitiers. Monsieur et Madame Moreau qui subissent les vagues de chaleur sur leur aire d'accueil qui n'est absolument pas végétalisée, mis à part cette haie qu'ils ont à l'arrière, et qui est un espace où en fait bah, on atteint 85 degrés au sol toute la période d'été, pendant les périodes de chaleur et qui est absolument pas adapté, comme vous voyez, avec en plus les questions de précarité liées à l'habitat, puisque monsieur et madame Chauvigny, n'ayant pas énormément de moyens, n'ont pas les moyens de s'équiper avec une caravane qui aurait une une climatisation ou autre. Et donc, pour eux, c'est 2 mois d'enfer à chaque fois qui fait que très souvent, ils sont obligés de se mettre en installation illégale en dehors de l'air pour pouvoir accéder à un carré de pelouse et plus généralement à de l'ombre. Autre sujet, là c'est plutôt la question du froid. Nous sommes à Grenoble, donc une ville où les températures négatives sont très, très importantes l'été. Vous remarquerez que l'air est là encore une fois à côté de la décharge, mais c'est le classique. Grenoble, c'est plusieurs mois d'été où l'air est complètement inutilisable parce que en fait tout gèle sur l'air. Les arrivées d'eau gèlent, l'électricité n'est pas adaptée et du coup les personnes ne peuvent pas se chauffer, etc. Donc là aussi c'est un des enjeux, un des manques d'adaptation, c'est l'ampérage par exemple électrique des lieux d'accueil et ça exprime aussi une autre difficulté qui est celle de l'encadrement du prix des fluides puisque sur les aires d'accueil, tout est payant, à la fois le stationnement, mais aussi la consommation de l'eau et de l'électricité, et que les personnes qui y vivent n'ont pas accès en fait aux protections classiques des personnes qui vivent dans des logements, par exemple les chèques énergie ou autres, et sont souvent en fait des rachets de l'électricité à des contrats en fait entreprises, qui fait qu'elles sont soumises de manière très forte aux fluctuations des prix de l'électricité. Un exemple typique l'année dernière, en plein hiver alors qu'il y avait des grosses vagues de froid, l'électricité est passée de 0,18 centimes le kilowattheure à 0,60, ce qui a fait que tout le monde a quitté les aires d'accueil au pire moment de l'année parce qu'ils n'avaient tout simplement plus les moyens de payer l'électricité. Donc ça aussi, c'est un des enjeux. Autre enjeu sur les questions d'adaptation. Alors, oui, évidemment, j'avais oublié que c'était une vidéo. Autre enjeu, en Loire-Atlantique, on est à Toiré-sur-Loire. Ici, on a une aire d'accueil qui est située en zone inondable, qui est inondée de manière régulière dès lors qu'il y a des grosses pluies. Et là, la dernière en date, c'était en 2024. Il y a eu une inondation plus un glissement de terrain. Les personnes qui vivaient sur l'aire d'accueil ont tout perdu. Elles ont perdu leur caravane, certaines ont perdu leur véhicule. Et en fait, ça traduit, en plus de la question du mauvais emplacement de l'aire d'accueil, ça a permis d'illustrer la problématique de l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, les assureurs n'ont pas l'obligation de couvrir
les caravanes dédiées à l'habitation. Il n'y a pas d'obligation d'État, ce qui fait que quasiment aucun assureur ne propose de produits d'assurance pour les caravanes dédiées à l'habitat permanent. Et donc, eh bien, toutes ces pertes sont irrécupérables pour les familles et certaines d'entre elles, d'ailleurs, vivent toujours dans les caravanes qui sont encore pourries par les inondations. Autre cas, pareil sur les assurances. Là, on est avec Madame Anna Ferré-Lagrené, on est sur l'aire d'accueil de Guy Pava à Brest. Anna, elle a sa caravane depuis 40 ou 50 ans, c'est une très vieille caravane. Elle a très peu de moyens et durant la tempête, la dernière tempête en 2024 qui a eu lieu à Brest, en 2023, pardon, en novembre 2023, sa caravane a été fortement endommagée, ce qui fait que quand il pleut aujourd'hui, tout l'eau rentre dans sa caravane. Et depuis 1 an et demi maintenant, on se bagarre avec les assistantes sociales, la commune, etc., pour remplacer cet équipement, donc cette caravane. Et eh bien, il n'y a aucune solution pour remplacer la caravane. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun financement public pour venir en aide à cette dame qui n'a pas les moyens de remplacer sa caravane. Donc on a dû faire appel aux dons récolter des dons pour changer cette caravane dans laquelle elle a vécu pendant 1 an avec la pluie qui rentrait, quoi. Voilà. Donc là aussi des situations qui sont très difficiles. Et tout ça, ça se combine aussi avec une autre question qui est celle de la localisation, puisque les aires en France sont majoritairement situées dans des zones industrielles. Alors là, on a le cas assez fameux de l'aire d'accueil qui est au pied vraiment de l'usine Lubrizol et qui a été la première soumise au risque industriel. Mais au-delà de la question du risque industriel, la question de l'adaptation au changement climatique dans ces espaces-là, vous vous doutez bien qu'elle est absolument pas prise en compte. On n'a non seulement aucune zone, aucun moyen d'échapper aux chaleurs, mais aucun moyen d'échapper aussi aux agressions environnementales, je dirais, qui se combinent à la fois les poussières, les émanations de gaz, etc. Tout ça combiné avec la chaleur ou combiné avec des vents, etc. Bon, ben, fait que on est quand même beaucoup plus soumis aux nuisances. Je vais vous en parler d'autres, hein. Avignon, l'aire d'accueil qui est complètement inondable au bord du Rhône, hein. Là aussi, situé à proximité des stations d'épuration, je vous laisse imaginer en plein été ce que ça donne. D'autres aires comme celle de Marseille, qui est derrière un site Céveso, au bord de l'autoroute, aucun mur pour protéger du son, qui est derrière une centrale de BTP, dans laquelle il y a aussi une centrale électrique, qui est en plus juste derrière les voies de TGV. Et les premières caravanes sont à 5 mètres des voitures de l'autoroute, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est vraiment. Et la maire locale, qui est Valérie Boyer, a décidé d'installer un terrain de motocross récemment. Ce qui fait qu'en fait, on est dans un univers complètement infernal. Et l'été, c'est juste impossible d'y vivre, quoi. Et pourtant, c'est le seul espace, le seul lieu légal pour les gens du voyage de Marseille pour vivre. Voilà, c'est le seul. Il n'en existe pas d'autre. La collectivité ne respecte pas la loi sur les lieux d'accueil et donc c'est le seul. Voilà. D'autres encore, Aix-en-Provence, là on est à 3h30 de marche du premier commerce. Moi j'y ai vécu dans cette aire d'accueil quand j'étais enfant. Elle était un peu plus au sud de cet espace. Et en fait, on vivait à côté du chenil pour chiens. Parce que on avait nos voisins, c'était bah, du coup la SPA. Et ils ont fermé la SPA pour la santé des chiens à l'époque. Et ils ont quand même gardé l'aire d'accueil. Donc c'est dire à quel point la question environnementale est pas nouvelle, elle est très ancienne. Et c'est une zone, en fait, c'est un ancien terrain militaire où, pour la petite histoire, l'été, c'est un désert calcaire et qui est absolument invivable aussi. Voilà, je pourrais en citer encore d'autres, à Lille, dans des espaces industriels aussi, à Strasbourg de la même façon. Quoi qu'il en soit, en fait, la question pour nous qui était très centrale, ça a été celle des données. On n'avait aucune donnée, aucune étude sur la question, et il a fallu que je prenne un bâton de pèlerin pendant 2 ans pour produire cette carte. Ça m'a pris 2 ans de travail pour analyser chaque aire d'accueil dans son emplacement urbain et décrire une situation environnementale qui permet aujourd'hui d'avoir des chiffres en fait et des données concrètes qui peuvent être réutilisées et qui nous a permis de changer certaines choses, notamment en matière de pratique publique et d'attribution des subventions, où aujourd'hui on a un critère environnemental qui rentre en compte, faire entrer le sujet,
Mais le sujet est rentré tellement à la va-vite que, par exemple, dans le plan national d'adaptation au changement climatique, la seule mention qui est faite des aires d'accueil, c'est de dire, quand il fait chaud, on leur donnera des bouteilles d'eau. Voilà. C'est la seule mesure qui est prise. Mais c'était vraiment la mesure à la va-vite qu'ils ont mis à la dernière minute parce que bah, il y a eu une médiatisation sur ces sujets-là. Donc on a plus globalement des très très peu d'aires d'accueil, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'échelle d'une région, vous voyez là on est en Auvergne-Rhône-Alpes, seuls 5% des collectivités ont un lieu d'accueil officiel. Et dans la majorité de ces cas, dans 53% ces aires d'accueil en fait subissent des conditions environnementales dégradées et sont surexposées en fait aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles. Donc on est vraiment dans une situation qui pour le coup est systémique dans le cas des voyageurs, avec énormément de récits de sinistrés qui sont doublement invisibilisés par leur situation et les discriminations qu'ils subissent au quotidien, et le fait aussi que ce sont des personnes qui sont rarement considérées comme des habitants. C'est-à-dire que les voyageurs, on vit toute l'année dans les communes, bien souvent d'ailleurs, on ne change même pas de commune, on vit toute l'année dans une aire d'accueil, et pourtant on n'est jamais considéré comme des habitants. Donc la question des inégalités environnementales et de cette question de l'adaptation au changement climatique, elle peut pas se faire en fait sans la prise en compte des plus invisibles et des plus faibles. On pourrait en fait transposer cette question à plein d'autres catégories de la population qui sont, parce qu'ils sont désignés comme indésirables dans un espace urbain, sont souvent rejetés aux marges. Quand on fait l'inventaire des aires d'accueil, on fait en même temps, sans le vouloir, l'inventaire des centres de rétention administratifs, l'inventaire des prisons, mais aussi l'inventaire des mosquées, l'inventaire des lieux communautaires, etc. En fait, on fait un inventaire on fait un inventaire des espaces de relégation. Et ces espaces sont surexposés aux risques climatiques. Merci beaucoup. C'était très 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 riche et très complémentaire votre intervention, à la fois sur évidemment le recours, la fabrique du recours et les arguments, et puis l'incarnation. Là, on pouvait pas avoir mieux en termes d'illustration, et je partage totalement vos conclusions. Alors, on a deux questions. Alors, une question de Fouzia qui est en thèse et qui travaille justement sur la question des inégalités environnementales, qui posait la question de l'invocation de l'article 2, évidemment de l'article 8 de la CEDH, comme Adeline l'a mentionné, mais surtout, est-ce que le volet de l'article donc 14, interdiction de la discrimination, et donc le travail sur finalement la discrimination ici environnementale, et donc l'inégalité subie par certains des sinistrés, est-ce que c'est un argumentaire qui a été réfléchi, qui va être construit, etc. Puisque c'est quand même pas un argumentaire fréquemment porté devant les prétoires, à ma connaissance. Mais je laisse la parole peut-être à Adélie sur ce sujet. Oui, et si jamais Clément veut compléter, qu'il n'hésite pas à jump in. Du coup, alors sur l'article 2, donc comme je dis, ça fait partie de la demande préalable et donc ça fera partie de la requête. Sur la question des discriminations, la problématique est effectivement très compliquée à mettre en avant. Et donc, il me semble que pour l'instant, ça ne fait pas partie des écritures. Ça ne signifie pas que ça ne fera pas forcément partie après. Par contre, en fait, c'est plus dans le cadre de la vulnérabilité, de l'absence de prise en compte des vulnérabilités spécifiques d'un certain nombre de personnes. Donc, que ce soit effectivement les voyageurs, comme l'a très bien expliqué Monsieur Hacker, mais aussi les personnes qui ont des maladies spécifiques, les personnes qui, comme dans le climat senior-rénal, ont une vulnérabilité en raison de leur âge, des personnes qui ont des vulnérabilités en raison aussi de leurs moyens sociaux et du coup de leur classe sociale et donc du fait qu'elles ne peuvent pas déménager et qu'elles habitent des bouilloires thermiques, etc., etc. C'est plus sous l'angle des vulnérabilités, de l'absence de prise en compte des vulnérabilités qu'on va chercher la question discriminatoire, mais pas directement pour l'instant. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose qu'on s'interdit pour la suite, je pense.
Merci. Alors, on a une seconde question qui est plutôt tournée sur la fabrique du contentieux, sur les informations, sur les objectifs extra-juridiques, des questions de sensibilisation de l'opinion publique, et puis finalement du lien entre le recours, ce recours qui serait articulé avec d'autres actions, alors des ONG ou des plaidoyers des ONG impliquées ou des sinistrés, en termes de communication, de relations publiques. Et alors j'ajoute à cette question peut-être nous en dire un peu plus sur le choix des sinistrés. William, vous avez mentionné qu'on était venu vous chercher, mais finalement quelle a été la stratégie des associations historiques, je dirais, de la l'ADS pour aller identifier les sinistrés et construire ce récit autour de ces différentes figures qui manifestent effectivement une vulnérabilité de territoire, littoral, outre-mer, inégalité sociale, etc. Finalement, comment ce choix s'est opéré? Est-ce que ça a été plutôt une construction plus opportuniste? Alors, on peut rappeler que l'affaire du siècle avait construit un appel à témoignages pour l'anniversaire du lancement de l'affaire du siècle numéro 1. Et effectivement, je crois que 11 000 personnes avaient été témoins et soumis c'était soumis au questionnaire de l'appel à témoins du climat. Donc ça peut être aussi permis d'identifier voilà, les items possibles et d'incarner les sinistrés. Et on voudrait en savoir un peu plus là-dessus, sur ces aspects de construction à la fois des sinistrés et du recours et des articulations avec les autres affaires. Sur les sinistrés, il y a eu deux travails. Il y a eu un travail sur comment dire, sur l'identification des types de sinistrés, entre guillemets, donc des types de vulnérabilité, etc. Et ensuite, il y a eu un travail énorme qui a été fait notamment par Elsa, qui pareil est dans le public. Et c'est des travails, enfin, pendant des mois, elles ont cherché justement à prendre contact avec les personnes qu'elles pouvaient identifier qui ont subi des sinistres en raison du changement climatique, avec des associations locales ou nationales de sinistrés, sachant que bah, c'est pas évident de porter un recours et vraiment je remercie toutes les personnes et toutes les associations qui sont avec nous sur ces recours-là parce que ça fait peur de porter un recours, que c'est quelque chose qui peut, bah, qui est lourd aussi, c'est beaucoup d'engagement, etc. Et donc en fait, je sais pas, enfin voilà, il y a eu beaucoup de contacts de prix et pour répondre à William Hacker, c'est son travail, clairement, notamment, je me rappelle de la période sur Twitter où il tweetait beaucoup sur justement tout son travail de recherche et d'identification des lieux justement avec cette surexposition Peut-être d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en ligne, William, votre carte et les c'est références. Et on a chez Nat son ouvrage qui est excellent sur la matière et qui justement a permis de mettre comme je disais, en lumière la vulnérabilité des voyageurs et des voyageuses et du coup de permettre aujourd'hui qu'ils nous rejoignent sur ce recours-là puisqu'on a la donnée qui nous permet de montrer leur vulnérabilité particulière. Peut-être quelque chose à ajouter, William, sur ces questions d'imbrication, de recours, de... Pour nous, enfin, ça fait des années maintenant qu'on essaye d'aller vers des recours. J'ai vu qu'il y a des questions là sur si on envisageait d'engager d'autres recours, etc. Nous, ça fait des années qu'on travaille sur ce type de recours. Il faut savoir que généralement, on travaille autour de soit de recours spécifiques à une seule aire d'accueil, soit des recours un peu plus généraux comme une réclamation collective, par exemple, devant le Comité européen des droits sociaux, ce qui peut être fait. Mais aujourd'hui, le secteur associatif voyageur, il est très faible et du coup, on a très peu de moyens. On avait été accompagné par la Fondation pour le logement des défavorisés et le cabinet Seattle Avocat sur une première identification et un premier recours. Donc c'est en cours pour ce qui est des questions de responsabilité sur les inégalités subies, mais ça prend du temps. On a très peu de données, de statistiques, même sur les cas d'études précis, c'est-à-dire une aire d'accueil. Il faut savoir que beaucoup de gens qui vivent sur l'aire d'accueil ne restent pas tout le temps. Et du coup, c'est difficile aussi d'avoir un intérêt à agir, d'embarquer des gens et aussi de faire un lien direct entre les atteintes, les inégalités environnementales et les atteintes de santé, par exemple.
Ouais, hop, attends, merci. Donc c'est difficile de faire un lien entre inégalité environnementale souvent et atteinte de santé, typiquement si on prend l'angle de la santé, mais il y a d'autres angles. Voilà, donc c'est pour répondre un petit peu aux questions aussi qui étaient en suspens. Et je disais donc c'était pour nous, c'était très important en fait qu'on nous intègre à un recours collectif qui dépasse la seule question des gens du voyage, qui est une question enfermante en réalité, qui nous place toujours dans une sorte de position victimaire et sur laquelle il est très difficile d'aller parce que bah, derrière, en gros, on nous accuse d'être des pollueurs, les pollueurs originels, les intrus dans les territoires, etc. Donc, faire entendre aux gens que des voyageurs peuvent être concernés par l'écologie, c'est quelque chose de très difficile, hein, vous savez. Donc le fait d'être intégré à ce collectif de co-requérants, de sinistrés, d'être reconnu à part entière comme un être humain, je dirais, déjà pour nous, c'est déjà exceptionnel. C'est déjà quelque chose de fondamental et je me réjouis de pouvoir participer et de pouvoir être en collectif sur ces questions-là. Merci. Alors, il y a des cliniques juridiques qui se montent dans certaines universités. Donc, Tout à fait. j'appelle les collègues qui écouteraient ce séminaire ou qui sont présents ou qui les réécouteraient en replay à proposer leur aide avec Ah, des étudiants pour aller construire, pourquoi pas, des initiatives, chercher des données je me qui vont permets, les aider. Madame Cournil, là-dessus, on a travaillé avec la clinique juridique d'Aix-en-Provence cette année sur Ah, question de guide juridique, etc. pour les voyageurs. Et puis là, on commence à travailler avec la clinique juridique de Sciences Po, justement pour la production de données. Alors, ça répondra un peu à la Sciences Po deuxième question. Paris? Sciences Po Paris, voilà, Ah, avec ok. Aurélien Bouayad Oui, notamment. Ça répondra un petit peu à la question sur le droit de l'urbanisme, parce que l'idée, c'est un peu avec cette clinique juridique, d'aller analyser la place de la résidence mobile d'habitat permanent accordée dans le droit de l'urbanisme, justement, et par les collectivités. Et de démontrer qu'il y a une forme peut-être, c'est une hypothèse d'inégalité environnementale, peut-être de discrimination environnementale. Voilà. Bon, une hypothèse à laquelle je crois fortement. très bien. Alors, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, Euh, question de Manon Valerdi. Alors, je lis la question. Une question peut-être plus spécifique, mais en référence au recul du trait de côte. Vous l'abordez, il me semble, sous l'angle des PPR et donc du risque, mais juridiquement, le recul du trait de côte a du mal à émerger comme risque. Exemple, jurisprudence, le signal, absence dans l'article L 561-1 du Code de l'environnement. Peut-on parler de sinistré quand le risque n'est pas reconnu en droit, même si cela représente une réalité territoriale, sociale, spatiale, mais peut-être moins juridiquement parlant? alors, le choix du mot des sinistrés, parce qu'il s'agit d'un mot utilisé dans la campagne de communication, mais il y a aussi en sous-texte la question de sa valeur juridique, ou en tout cas de... Oui, sur le recul de trait de côte, pour moi, il y a plusieurs choses qui peuvent venir, qui sont pas exactement les mêmes problèmes, mais quand même. Il y a à la fois un problème d'érosion effectivement côtière qui va venir grignoter du coup le territoire et donc la propriété privée de personnes, ce qui conduit à des expropriations très clairement et donc à une perte du droit à la propriété privée, mais aussi du droit au domicile, à la protection du domicile, très clairement, de la vie privée familiale. Là-dessus, je suis d'accord sur le fait que pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence assez très intéressante et c'est pas. En fait, il y a un vrai problème financier. Alors, de toute façon, il y a un problème financier de global sur toute l'adaptation. Mais là, d'autant plus, et en plus avec une problématique qui est que toutes les personnes ne sont pas dans les mêmes situations, puisque c'est aussi des endroits où il va y avoir beaucoup de résidences secondaires. Et donc, potentiellement, on pourrait imaginer que c'est pas forcément la même situation de perdre sa résidence secondaire et de perdre son domicile principal. Donc, je suis consciente de ne pas répondre totalement à la question. Sur le recul du trait de côte, on va l'aborder notamment par le décret qui liste les communes qui sont soumises à ce risque, en demandant à ce que donc cette liste soit exhaustive, comme le prévoit le droit, et qu'elle ne permette pas, en fait, que le gouvernement arrête de permettre à certaines communes de ne pas y être simplement parce qu'elles n'ont pas envie d'y être et de vraiment faire la liste. Au moins, les gens, quand ils déménagent dans ces communes, puissent être informés du risque qu'ils ont de perdre leur maison. Je suis d'accord que ça ne règle pas la question des personnes qui y sont déjà, et puis encore faut-il avoir le choix, etc. Mais du coup, voilà. Et après, sur les plans de prévention des risques naturels, pour moi, ça va surtout être sur le risque
submersion marine, qui est un risque très particulier qui est sur certaines parties du territoire. Et le risque de submersion marine, c'est par exemple ce qui s'est passé avec la tempête Xynthia en Vendée et dans le Poitou, avec d'un seul coup, du coup, plusieurs mètres d'eau qui arrivent autour de votre domicile. Merci Adeline pour ces compléments d'information. Je vois déjà qu'il est 18h02. On va terminer, peut-être clore le débat là-dessus et poursuivre sur le troisième intervenant, Ilse Hernandez, et qui va aussi se présenter et nous donner une approche du Sud global et des contentieux climatiques, énergétiques vu du Mexique. Et je le remercie d'intervenir. Je lui laisse la parole. Je crois qu'il a un PowerPoint à mettre. Euh, Ah, oui, bonjour et merci. Je vais mettre la présentation. Non, désolé. Je vais essayer de... Ici. Ouais. Vous la voyez? Vous voyez la présentation bien? alors oui, peut-être Oui. mettez en option diaporama, si vous pouvez. Sinon, on sait. Euh, euh, Vous voyez C'est le parfait. choix? Ouais, ok, merci. Merci. Vous m'entendez bien, c'est ça? On vous laisse la parole. Ok, bon. Bonjour, je m'appelle Diego Hernandez Barrera et je suis avocat au Mexique. Je travaille dans un cabinet en droit de l'environnement qui s'appelle Bustamante Plus Freire. Et là-bas, je suis dans les côtés du litige. On voit des litiges pro bono que je vais vous parler plus en avance. Et avant, je travaillais dans une association civile qui s'appelle Nuestro Futuro et je vais vous parler de quelques affaires sur ça. Et avant, je voudrais remercier et exprimer ma gratitude à Madame Cournil, à Madame Signori et aussi à mes collègues à Sciences Po Toulouse d'avoir organisé ce séminaire et à vous d'être ici. Euh, Avant de commencer, je voudrais vous donner un petit peu de contexte. Le droit à l'environnement sain est reconnu dans la Constitution mexicaine depuis 2012 et aussi le Mexique a ratifié la Convention américaine des droits de l'homme, les protocoles additionnels à cette convention en matière de droits économiques, sociaux et culturels, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le protocole de Kyoto, l'accord de Paris et depuis 2021, un accord super important que c'est l'accord régional sur l'accès à l'information, participation du public et l'accès à la justice en matière de l'environnement en Amérique latine. Et tous ces instruments reconnaissent les droits à l'environnement sain. Et la Suprême Cour a reconnu que pour faire effectif ces droits, on peut déposer une demande en amparo, c'est un litige, auprès d'un tribunal constitutionnel contre les actes de pouvoir public qu'on estime qui violent leurs droits de l'homme, ou notre droit de l'homme. De ces effets, je vais parler dans une première partie sur les litiges de la transition énergétique juste au Mexique et dans une deuxième partie je vais vous exposer les affaires ayant une double dimension en matière de mitigation et d'adaptation. Et enfin, je conclurai. Donc, section 1, les litiges de la transition énergétique. Dans cette affaire, Nuestro Futuro contre la réforme et les ajouts à la loi de l'industrie électrique, cette association civile ont introduit un amparo contre la loi de l'industrie électrique, la LIE. Et en résumé, les associations soutiennent que les articles en question constituent un frein et retardent la transition énergétique juste du secteur électrique au Mexique à travers trois mécanismes juridiques. Le premier, c'est la modification de l'offre et l'achat de l'énergie avec
avec et en lien des contrats de couverture électrique avec un engagement de livraison physique. Le deuxième, c'est la modification de la nature et les modalités d'attribution des certificats d'énergie renouvelable, CER. Et le troisième, c'est la suppression d'acheter de l'énergie via des enchères publiques. Les requérants allèguent que ça viole les droits au développement durable, les droits à l'environnement sain et les principes en relation avec les principes de progressivité et non-régression, et ainsi que le principe d'équité intergénérationnelle. Et donc, c'est là la réforme à la loi de l'industrie électrique est un frein et retarde la transition énergétique juste. Le juge fédéral a tranché cette affaire et sur la recevabilité a reconnu que les associations disposent d'une qualité particulière pour agir et d'introduire un recours en amparo contre des normes susceptibles à causer des dommages à l'environnement sur la base du principe 10 de la déclaration de Rio et ainsi sur la base de l'article 8 de l'accord d'Escazú. Sur le fond, le juge a dit que, en ce qui concerne au contrat de couverture avec d'engagement et de livraison physique, ainsi que les modifications des critères de préférence d'achat de l'énergie, le juge considère que l'accès et les changements de ces critères, par exemple, c'était les critères qui ont été modifiés, c'est des certitudes de fournissement, fiabilité électrique et continuité sans interruption, et constitue l'adoption d'une stratégie de développement économique qui omet d'inclure des mesures adéquates de prévention et d'atténuation environnementale. Et ces changements suppriment ces critères qui existaient déjà et génèrent des risques environnementaux en permettant l'achat de l'énergie et l'achat prioritaire de l'énergie est produite par des sources fossiles au lieu de l'énergie produite par des sources propres aux renouvelables. Sur l'élimination des enchères, le juge a examiné et il dit que le système antérieur imposait aux fournisseurs des services d'électricité de contracter uniquement via des enchères publiques, ce qui garantissait l'efficacité, la transparence et la priorité aux énergies propres. Et le nouveau schéma autorise la signature des contrats directement avec des centrales conventionnelles, y compris celles qui utilisent du gaz ou du charbon, sans prendre en compte leur efficacité environnementale et économique. Le juge dit que l'État doit trouver un point d'équilibre entre la lutte contre la pauvreté et fournir des services publics sans mettre en danger les climats et les générations futures. Sur le CER, les juges examinaient les arguments relatifs à l'anticonstitutionnalité de l'article 126 qui a été modifié pour élargir les conditions d'attribution du CER et les juges estiment que la réforme permet désormais d'attribuer des CER à des centrales anciennes qui n'ont réalisé aucun investissement en matière de production d'énergie propre, ce qui affaiblit considérablement l'incitation à développer de nouvelles capacités renouvelables. Quelles sont les obligations positives qu'a imposé le juge? Il dit, première, la réforme ralentit la substitution des énergies fossiles par des sources renouvelables et des obligations de la Convention cadre des Nations Unies et l'accord de Paris. Elle supprime, deuxième, les incitations à l'investissement dans les énergies propres. Et le troisième, c'est que les modifications contredisent les obligations internationales du Mexique, notamment celles visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, GES, et elles portent atteinte à la stratégie nationale et à la transition énergétique juste, où elle doit trouver un point d'équilibre pour lutter contre la pauvreté. Finalement, le juge a dit que la réforme à la loi de l'industrie électrique est déclarée anticonstitutionnelle et en raison des risques qu'elle entraîne pour l'environnement liés aux émissions de GES. Dans une autre affaire, Greenpeace Mexique contre le ministère de l'Environnement, le 12 juin 2019, Greenpeace a introduit une demande d'amparo. Je vais vous parler beaucoup d'amparo, parce que c'est les moyens qu'on a trouvés au Mexique.
Et donc, Greenpeace a introduit une demande d'amparo contre les programmes qui établissent les valeurs limites de mise en œuvre de suspension des états préventifs de la contingence environnementale atmosphérique et des diverses autorités locales de la ville de Mexico, de l'État de Mexico et de la zone métropolitaine. Aussi, Greenpeace a demandé les manquements pour ne pas avoir établi ces programmes contre les gouvernements des États d'Hidalgo, Morelos, Puebla, etc. Les requérants allèguent que les programmes en vigueur étaient plus permissibles au niveau des émissions polluantes par rapport aux normes fédérales obligatoires dans tout le Mexique. Ces normes, c'est celles que vous voyez dans la partie supérieure de l'écran, et il s'agit sur de santé environnementale et limite des valeurs pour la concentration de la pollution de l'air, ainsi les valeurs équivalentes et limites des directrices établies par l'Organisation mondiale de la santé, la OMS. Et donc, le 30 août 2019, un juge fédéral a tranché l'arrêt et il a statué partiellement à faveur de requérant parce qu'il a imposé l'obligation positive au ministère de l'Environnement de rédiger un rapport de comparaison des valeurs de limite de ces programmes sur la base de normes officielles et des directrices de la OMS. Néanmoins, l'arrêt se limite à la rédaction et transmission de ce rapport sans exiger la modification de ces programmes. C'est pourquoi Greenpeace et le ministère de l'Environnement de l'État de Mexico ont formé un recours, respectivement, contre l'arrêt du juge fédéral, et le 3 juillet 2020, le tribunal constitutionnel a émis son arrêt. Sur la recevabilité, le tribunal a confirmé que Greenpeace a l'intérêt d'agir et de protéger l'environnement. Et sur le fond, le tribunal analyse la Convention cadre des Nations Unies, l'accord de Paris et les valeurs des normes officielles du Mexique et les directrices de la OMS, ainsi que les objectifs de développement durable. Est-il affirmé que les États doivent lutter contre le changement climatique? Ainsi, il a souligné que, je cite, le patrimoine de l'environnement d'un pays n'appartient pas exclusivement aux personnes qui y vivent, mais aussi aux générations futures et à l'humanité en général. La décision conclut que le changement climatique est un défi mondial qui ne respecte pas des frontières nationales ou encore moins les frontières des États ou des municipalités, comme c'est le cas de notre pays, car il s'agit d'un problème qui exige que la communauté internationale et nationale travaillent de façon coordonnée et spécifique. Et le tribunal a imposé les obligations positives sur la base du principe de précaution. Et le ministère de l'Environnement doit publier un nouvel accord qui réglemente les programmes d'attention aux contingences environnementales et atmosphériques, ou les cas échéant modifier les valeurs établies dans cet accord en prenant en compte des références celles envisagées aux normes officielles et les directrices de la OMS, afin de réduire les émissions du GS et la pollution, bien sûr. Et dans une deuxième section, je vais vous parler sur les litiges de mitigation et d'adaptation. Et de nouveau, Greenpeace a contesté, a déposé une demande d'amparo contre la réforme à la loi générale de changement climatique qui a supprimé les fonds pour le changement climatique. Donc, le 30 avril 2025, on vient de déclarer cette réforme anticonstitutionnelle la Suprême Cour de Mexique. Et sur les fonds, la Cour a analysé les obligations de la Convention cadre des Nations Unies, l'accord de Paris, les protocoles de Kyoto, parmi d'autres instruments, et elle a déclaré que le Mexique a l'obligation de combattre les changements climatiques et de mettre en œuvre des ressources financières, mais aussi d'y disposer et d'avoir un mécanisme de financement. De plus, qu'il devait avoir des groupes pour accomplir les compromis internationaux, par exemple le groupe interministériel du protocole de Kyoto qui a disparu. La Cour a conclu sur la suppression du fonds, que la suppression du fonds implique
la diminution des ressources économiques, plans de stratégie, actions de mitigation et d'adaptation au changement climatique. Donc, cela représente une violation au principe de progressivité et non-régression dans l'assignation des ressources publiques pour lutter contre le changement climatique et la transition énergétique juste. Deuxième lieu, la Cour a dit qu'il a augmenté l'arbitraire dans l'allocation des ressources pour les projets et les actions en matière de changement climatique, car avant, il existait un groupe interministériel composé d'au moins 4 ministres d'État et plus un représentant permanent de l'Institut national d'écologie et changement climatique, et il avait aussi des représentants et des experts nationaux et internationaux. Toutes ces autorités et personnes prenaient les décisions de façon collégiale et par majorité suivant les règles d'opération du fonds. Avec la disparition du fonds, le budget est alloué au ministère de l'Environnement du Mexique selon ses propres règles de financement et sans aucun paramètre constitutionnel de transparence, efficience, efficacité et d'honnêteté, car maintenant, toutes les décisions sont prises par une seule personne. Troisième, la Cour a dit que le fonds était sous le contrôle des procédures d'audit, transparence, évaluation et de responsabilité, car les règles d'opération du fonds avaient un programme spécifique de responsabilité, une procédure spécifique de responsabilité et de transparence. De nos jours, il n'existe aucune procédure similaire pour les ressources contre le changement climatique allouées au ministère de l'Environnement. Et la Cour a déclaré et imposé des obligations positives. Elle dit que Greenpeace est protégé contre la réforme qui supprime les fonds et elle a déclaré ces réformes anticonstitutionnelles. Donc, je cite, les autorités responsables et celles qui sont liées à son respect ne doivent pas plus appliquer au présent ou au futur la modification législative déclarée anticonstitutionnelle sur les sphères juridiques de Greenpeace, etc. Et dans une autre affaire, plusieurs gens ont introduit un amparo de nouveau contre divers manquements aux obligations positives des autorités. Et la première, c'est le manquement de mettre en œuvre une politique nationale d'adaptation, ou comme vous le connaissez, un plan national d'adaptation. L'omission de revoir et d'actualiser les stratégies nationales sur le changement climatique depuis 2014 et l'omission de mettre en place un système d'alerte rapide pour l'apparition de phénomènes hydrométéorologiques extrêmes qui entraînent une vulnérabilité de la population et des infrastructures. Actuellement, l'affaire est en train d'être tranchée par un tribunal collégial et elle devrait devenir un précédent important en matière de transition et d'adaptation juste. Chez B+F, où je travaille, nous avons plusieurs litiges en matière de mitigation et d'adaptation au changement climatique à partir de solutions fondées sur la nature. Et évidemment, quelques-uns que nous avons sont des voisins contre la déforestation de la forêt de Chapultepec parce qu'il y a des envahissants des immeubles que vous voyez, Rosaleda 25, Cumbres de Aculcingo 303, 309 et Lomas Altas 193. Et les voisins allaient que les autorités n'ont pas pris des mesures efficaces contre la déforestation de plus de 3000 mètres carrés de la forêt urbaine de Chapultepec. Vous voyez une toute petite partie là-bas de la forêt qui se trouve au cœur de la ville de Mexico. Et donc, ils se plaignent aussi que les autorités n'ont pas pris des mesures contre l'émission des autorisations frauduleuses afin de construire des projets immobiliers de luxe interdits dans la zone protégée. Ils affirment que la forêt urbaine de Chapultepec est une solution fondée sur la nature contre le réchauffement climatique car elle capture de GES et tout en rafraîchissant les microclimats de la municipalité, attirant la pluie et rechargeant les eaux souterraines. Aussi, il dit qu'on doit chercher la protection et élargir cette zone protégée et pas la diminuer. Les voisins allèguent que les omissions des autorisations frauduleuses violent les droits à l'environnement sain et à un climat sûr, les principes de précaution, prévention, progressivité, non-régression et surveillance continue de l'État. Le procureur de l'environnement a émis des recommandations et des preuves afin de contribuer aux affaires car sa capacité
et d'action est très limitée. À Rosaleda 25, dans cette affaire, le juge a accordé une suspension définitive depuis 2022, interdisant aux propriétaires et aux autorités de construire dans la zone protégée de Chapultepec. Néanmoins, ils ont violé cette suspension et abattu 68 arbres. Ils ont construit aussi une servitude de passage de 800 mètres carrés pour un projet immobilier de luxe. Vous voyez ici, dans la droite, la servitude de passage, qui du coup, elle était déjà démolie. Et donc, en juin 2024, on a obtenu des décisions de suspension avec des effets anticipés afin de garantir l'efficacité et les mesures provisoires sur la base de l'article 8 de l'accord d'Escazú. Et c'est comme ça qu'on a réussi à démolir cette suspension. Mais le 29 mai 2025, on vient d'obtenir une nouvelle décision visant à garantir la restitution de tous les arbres abattus et les services écosystémiques. Sur mes conclusions, je voudrais vous dire que le contentieux climatique au Mexique a reconnu les obligations des autorités pour accomplir les compromis en matière de transition énergétique juste. En deuxième lieu, les litiges en matière d'adaptation sont en train d'être rendus, mais l'arrêt émis par la Cour suprême sur les fonds de changement climatique est un bon précédent. Et troisième, la Cour interaméricaine des droits de l'homme va trancher bientôt son avis consultatif sur les droits de l'homme et les obligations étatiques concernant le changement climatique. Donc, on aura des nouveaux instruments qui pourront être mobilisés et pour invoquer et reconnaître les obligations en matière de transition énergétique juste et d'adaptation dans les litiges climatiques au Mexique. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me demander. Si vous ne m'avez pas compris, je peux tout vous répéter. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup pour la qualité du français et la présentation de cet échantillon extrêmement riche. On a l'impression que effectivement, d'abord il y a une richesse procédurale évidemment avec l'Amparo, mais également une force stratégique aussi à déployer sur différents piliers, les enjeux de l'atténuation, les enjeux de l'adaptation, les questions de transition, les questions finalement aussi des solutions fondées sur la nature que vous abordez en fin de votre exposé. Alors je ne vois pas de questions, donc je me permets de poser une petite question, une demande de précision. Il me semble qu'au Brésil aussi, il y a eu une affaire sur le financement. C'est pas du tout quelque chose qu'on a vu se développer, il me semble, tellement en Europe. Il y avait une belle décision sur le fonds brésilien avec un apport très important sur le lien entre droits de l'homme et changement climatique. Et d'ailleurs, cette affaire qualifiait l'accord de Paris comme une sorte de traité relatif aux droits de l'homme, donc c'était plutôt intéressant. Est-ce que cette affaire sur le fond mexicain, finalement, s'inscrit dans cette dynamique aussi? Est-ce que le parallèle est possible ou pas du tout? Et je voulais avoir cette précision. Oui, oui, bien évidemment, on a invoqué cette affaire de Brésil qui vient d'être rendue il y a 2 ans, je pense, 3 ans maximum, si je ne me trompe pas. Et aussi, je voudrais vous dire, mais je n'avais pas le temps de parler pendant la présentation, mais cette décision est un revirement de jurisprudence de la Cour, de la Suprême Cour de Mexique, parce qu'avant, il a rendu deux affaires et avec d'autres associations du Mexique qui a dit qu'elle ne pouvait pas déclarer les fonds anticonstitutionnels, mais dans ces revirements de jurisprudence, on vient de changer les critères. D'accord. Bon, bah, c'est un acquis extrêmement important. Alors, je me tourne vers Ornella qui travaille sur les jeunes et la jeunesse dans les contentieux climat. Ici, vous avez parlé d'un collectif de jeunes. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus. Évidemment, l'argument des générations futures, je constate qu'il est quand même mobilisé dans pas mal d'affaires. En particulier ici, dans cette affaire sur l'adaptation. Voilà, est-ce que vous avez plus d'informations à nous donner sur peut-être ce cas? J'en ai pas vu beaucoup des contentieux portés par la jeunesse sur le volet adaptation. C'est souvent, et notamment le cas dont je parlais dans l'introduction,
notamment contre je pensais à un décret, à un cas, non, j'en ai pas parlé dans l'intro, un cas porté par des jeunes contre les décrets Trump qui vient d'être initié. Mais on est plus sur des décrets qui réactivent les enjeux de l'atténuation, enfin de la lutte contre l'atténuation. Là, on est sur l'adaptation. Donc, quelle était la stratégie, quelle est la stratégie des jeunes? Est-ce qu'ils sont aidés par des collectifs associatifs? Quelle est la normativité aussi de ce plan d'adaptation ou des carences de ce plan qui a l'air d'être fébrile ou pas encore totalement finalisé? Enfin voilà, Non, et la vérité, c'est qu'ils se il sont n'y a pas passés grand-chose. déjà, pardon. Ils se sont passés déjà presque 10 ans, un petit peu plus, sans un plan d'adaptation. Il est dans la loi générale de changement climatique. Donc, on a déposé cette affaire et cette demande est pour le manquement des autorités de ne pas avoir émis D'avoir créé les plans. l'outil de planification, d'accord. Oui, c'est ça. Et donc, on a peur aussi, et c'est qu'on attend, on attendrait qu'on a un bon plan d'adaptation, mais la réalité, c'est comme mes collègues l'ont dit, les plans d'adaptation qu'on a cherchés en Amérique latine et partout, ils sont et, très défauts et ils n'ont pas des actions concrètes, des financements, etc. Donc, je pense qu'on va lutter pour avoir les plans et dans un deuxième et, lieu, on va devoir combattre ces plans pour le financement et les actions concrètes. Parce que ici au Mexique, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de déplacés forcés. Je vous avais parlé des gens et quand on a parlé tous ensemble, mais on a beaucoup de déplacés forcés. On a réussi à relocaliser cette personne sans aller dans les litiges, mais je pense que plus le changement augmente, plus on va utiliser les litiges pour les déplacer parce que de nos jours, il n'y a pas de plan d'adaptation national. Et je vois une question ici qu'on m'a Oui, posée. justement, alors je me permets de faire le lien avec ce que vous disiez juste à l'instant sur les déplacés. La Cour colombienne a rendu une très belle décision autour de la vulnérabilité environnementale sur des déplacés et des déplacés environnementaux avec un raisonnement assez inédit. Et la question évoque la Cour colombienne. Est-ce que selon vous, elle se distingue d'autres juridictions d'Amérique latine sur ces questions de transition juste, justement? Oui, bon, la Cour colombienne, je pense que, à mon avis, la Cour colombienne et la brésilienne sont les meilleures cours Ouais. de l'Amérique latine. On était en train d'être une bonne cour, mais il s'est passé quelque chose quelques jours en avance. Il y a 3 jours au Mexique, on a changé tout le système judiciaire. Et bon, c'est un grand dommage, mais ça c'est une conversation de notre séminaire. Mais la Cour colombienne, je pense que c'est la meilleure, qui a les juges les plus progressistes et les plus préparés. Et donc, je ne connais pas les litiges pour relouer, relocaliser des personnes en Colombie, mais je connais quelques affaires là-bas. Le premier, C'est pas de la relocalisation, c'est plutôt une forme d'obligation positive à protéger des déplacés environnementaux dans cette affaire-là de l'année dernière, mai 2024. non, c'est celui que j'ai lu et que j'ai connu, et c'est sur l'adaptation aussi. Et c'est des maires, et il s'appelle maire de Colombie, maire des enfants, bien sûr, et de Colombie, de la municipalité de San Antonio, contre le ministère de l'Environnement. Et ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas de l'eau. Ils n'avaient pas de l'eau suffisante. Donc, ils sont allés à la Cour constitutionnelle de la Colombie et elle a dit qu'on devait lutter contre les changements climatiques et l'imposer la mesure de rendre je ne sais pas comment dire, mais ils sont des voitures qui ont de l'eau. Euh, Les citernes. des citernes, exactement. Elle a déposé l'obligation de donner des citernes de au Mettre à moins 50 disposition. litres, D'accord. au moins 50 litres par personne par jour. Et parce qu'ils étaient en train de construire un, un barrage pour lui donner ou leur donner de l'eau. Donc, c'était un petit peu partiel
les faveurs requérantes et les statuts requérants. Et dans un autre litige, que c'est des gens colombiens contre la déforestation de l'Amazonie colombienne, c'est le plus progressif et c'est là où il a reconnu les critères que les gens ont l'intérêt pour aller en justice et parce qu'ils vont souffrir les plus et avec le plus d'intensité et les phénomènes, le changement climatique. Et elle a arrêté ou ordonné aux autorités de créer un programme pour interdire la déforestation de l'Amazonie colombienne. Et bon, c'est ceux que je connais de la Colombie et qui sont seuls de l'Amazonie, c'est en matière un petit peu d'adaptation et mitigation. Et les deuxièmes, et ceux de l'eau, c'est complètement en matière d'adaptation. Merci. Donc, on a beaucoup à apprendre, en fait, hein, évidemment, de ces contentieux du Sud global qui sont à plein des égards sur les questions de vulnérabilité et d'inégalité environnementale bien plus avancées que nos contentieux. Évidemment, votre conclusion, on ne peut que la partager. On a hâte de voir sous peu l'avis qui sera rendu par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et notamment en termes d'obligations. Obligations étatiques en matière climatique, sur l'atténuation, sur l'adaptation également, sur les populations vulnérables, puisque c'est quand même un des rares avis qui illustre et pose autant de questions sur finalement ces enjeux autour des inégalités socio-environnementales et climatiques. Oui. Je sais pas, peut-être on est là, tu as une dernière question, je vois qu'il est déjà 30. J'ai une question. En fait, j'en ai plein. C'était pas vraiment pas Alors sûr. une question de conclusion peut-être. Je vais devoir choisir. Alors, par rapport à notre projet Proclimex, on a des questions précises, donc je vais plutôt mettre de côté mes questionnements personnels pour plus tard. On échangera, j'espère, à un autre moment. Alors, pour un questionnement sur les experts, moi, ce qui m'intéresse euh, particulièrement ici, c'est que dans les affaires que vous avez évoquées, je me demandais comment les juges euh, évaluent les arguments techniques et comment finalement les avocats aussi construisent leur propre autorité, je dirais, en matière climatique dans un champ justement où l'expertise est très technique et scientifique. Et finalement, est-ce que comme on l'a vu dans les affaires, dans certaines affaires américaines, est-ce que les juges écoutent les experts et font venir dans ces procès-là des expertises donc scientifiques, des urbanistes, des économistes, des leaders communautaires, voire des professeurs en psychologie, en psychiatrie, puisqu'on parlait des enfants tout à l'heure. Donc, c'est des questions qui sont des jeunes, des questions qui concernent aussi l'anxiété à l'égard du climat et de ses effets sur la santé, sur la vie, sur les perspectives d'avenir qu'ont ces jeunes. Donc ma question en fait, c'est quels experts sont véritablement écoutés par les juges et est-ce que il y a un dialogue avec les juges américains de ce point de vue-là sur la façon de faire entrer l'expert non juriste dans le procès en fait. C'est pour moi la question? Oui. Oui, ah, ok. Oui, 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 en fait, comme je vous avais dit, et par exemple, on a travaillé beaucoup avec les procureurs de l'environnement au Mexique, et là, les documents qu'il émet, ils font une preuve à valeur plein. Donc, quand il émet une résolution ou des preuves, ils sont en preuve à valeur plein. Donc, ça nous aide beaucoup, beaucoup à prouver notre point, mais aussi les juges et la Suprême Cour, et elle a beaucoup dit, et dans beaucoup de précédents, que les juges doivent agir en conformité avec les principes de précaution et prévention. Et avec ces principes de précaution et prévention, il dit que les juges doivent jouer un rôle actif et ordonner d'appeler des experts techniciens pour rendre leurs décisions. Et par exemple, et à l'affaire de la transition énergétique, de la réforme de la loi de l'industrie électrique, on a dû pas appeler un expert parce qu'on a réussi à donner l'avis d'un des membres de IPCC, de panel intergouvernemental. On a contacté cette personne et nous a donné son avis.
Donc, les juges ont beaucoup, beaucoup apprécié cette preuve scientifique. Mais dans une autre affaire, par exemple, celle dont je vous parlais à Rosaleda 25, le tribunal vient de dire que de son propre gré, il dit qu'on doit réaliser une preuve en matière d'impact et de dommages environnementaux et pour savoir combien de arbres on doit forester, replanter. Et il vient d'écrire les questions qui doit répondre l'expert pour accomplir, pour donner tous les services écosystémiques qui se sont violés à cause de la servitude de passage. Mais c'est vrai, c'est ce que je vais vous dire, que tout ça, c'est à partir de la ratification de l'accord d'Escazú un petit peu avant. Parce que l'article d'Escazú, il en a l'article 8, alinéa 3, il dit que les juges doivent supprimer toutes les barrières procédurales et contribuer à la création de la preuve. Même on doit inverser, je ne sais pas comment dire en français, on doit inverser la charge de la preuve à la partie polluante ou qui vise à polluer l'environnement. Merci pour cette réponse. Alors, du coup, je me tourne vers Adeline, puisqu'elle est encore là, Adeline, sur le volet affaire du siècle de les sinistrés. On est frappé évidemment, quand on regarde la demande préalable, et j'imagine que la requête sera construite de la même façon, le nombre de rapports cités. Alors, quand on compare avec la demande préalable, la requête sommaire de l'affaire du siècle 1, etc., il y avait sur la partie factuelle un certain nombre d'éléments d'expertise qui attestaient évidemment de l'existence des changements climatiques. Tout ça, c'est acquis. Mais là, on a... alors, j'ai fait une petite liste, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une liste assez incroyable de rapports qui visent à évaluer les politiques publiques sur des secteurs très, très différents que vous avez identifiés et qui sont de différentes natures. Donc, ce travail minutieux de construction des éléments probatoires par le biais d'une expertise très variée, expertise gouvernementale, non gouvernementale. Euh, voilà. Comment c'est réalisé cette construction finalement cette demande préalable et j'imagine qu'elle va évoluer au fil de l'eau parce que ces expertises, elles se produisent au fil de l'eau. Merci, Annie. Mais il y a un gros travail de recherche et de veille du GT juridique de Clément, beaucoup. Clément et Marine Fleury aussi, Marie Fleury. Et aussi de Cléo qui supervise le groupe de travail juridique. Donc voilà, effectivement, ça va évoluer au fil de l'eau puisque notamment les rapports du Haut Conseil pour le climat vont être mis à jour en 2025. On va avoir un nouveau rapport annuel, etc. Là, on avait la chance d'avoir le rapport annuel de la de la Cour des comptes Cour des qui comptes. se penchait sur la question de l'adaptation. Et c'est très précieux ces différents rapports-là parce que dans l'affaire du siècle, on s'est rendu compte aussi que c'est en réalité l'appréciation du Haut Conseil pour le climat, mais je pense que ce sera aussi le cas pour l'appréciation de la Cour des comptes qui est la plus à même d'emporter la conviction des juges plus que des rapports parfois d'experts vraiment du sujet, puisque les juges vont peut-être avoir en tête le fait qu'un rapport d'expert pourrait être contredit par un autre papier, publication scientifique, pardon. Et donc, du coup, ils sont plus sensibles souvent à ces rapports gouvernementaux. Et on a la chance en France d'avoir quand même pas mal d'organismes qui en produisent de très bons. Et donc, effectivement, on s'appuie dessus pour montrer. Et heureusement qu'ils sont là, puisque l'adaptation étant quelque chose d'extrêmement vaste comme sujet, on peut pas on peut pas avoir une connaissance pointue sur l'ensemble des problématiques sans ces rapports-là. Merci beaucoup. Je crois qu'il est raisonnable de clore ce séminaire.